Siamo partiti. Nous sommes partis. Bonjour à tous. Bonsoir. Hop, vas-y Pierre, on t'entend. C'est bon, tu peux dire bonsoir. Bonsoir. Voilà. Peut-être un peu moins fort comme ça. Voilà, nickel. Bien, première chose, bonjour à tous. Je tiens à dire que ça tombe à pic déjà. Je suis toujours content de recevoir des gens. C'est toujours un plaisir. J'ai changé l'image de fond d'ailleurs. Je me suis même pas rendu compte, tant pis. Donc déjà, je tiens à dire que ça tombe à pic dans le cycle russe, que après le Dostoïevski de la Maison des Morts, on parle de Solzhenitsyn et du Pavillon des Cancéreux. Alors dimanche qui vient, on parlera histoire, mais le dimanche suivant, on va un peu donner une conclusion à cette exploration de la littérature russe courte, on y reviendra de temps en temps, avec un petit livre de Savinkov. Alors, je suis curieux, alors j'ai le texte de Pierre, hein, mais je suis curieux de voir un peu la présentation, parce que je pense que c'est un livre difficile à résumer, parce que il y a quand même une multiplicité des points de vue et des personnages. C'est d'ailleurs une alternance des points de vue qui est très intéressante, et une construction assez astucieuse, même si je l'ai lu un peu en dilettante et je me suis je me suis perdu parfois parce que c'est vrai que c'est un livre qui mérite un petit peu de concentration. Et puis, comme je te disais, Pierre, juste avant, j'ai pas pu le finir avant ta venue, malheureusement, parce que les réceptions où j'ai le livre et où je dois le relire, c'est un troisième livre à lire en même temps, donc c'est un peu. Voilà, c'est un peu compliqué. Je referai un point là-dessus dimanche prochain sur les 3 premiers mois de la chaîne, la temporalité, la charge de travail. Voilà, passons. Mais je le finirai, comme je t'ai dit, dans la semaine. Très clairement, le livre, c'est d'abord la confrontation de l'homme et du cancer, version contemporaine du Fatum qui fait tomber les masques devant la mort, alors qu'on est en 1955, donc d'autres masques tombent. Et je trouve la partie, rien que d'introduction, déjà excellente. C'est vraiment toute la veine russe, des lieux d'enfermement, de tous les gens possibles, de toutes les gueules du pays, de tous les caractères, de toutes les origines d'un pays immense. Et comme dans les autres lieux d'enfermement, on en a parlé dimanche, ça permet de rencontrer les marginaux, que ce soit les condamnés à l'enfermement ou les condamnés à la mort, ce qui permet de les affranchir du respect et de l'ordre du parti. Ça les montre nus. En fait, ils sont libres et égaux dans cette espèce de malheur. Voilà. Voilà, je te laisse faire ta présentation et puis j'interviendrai comme d'habitude si besoin, si j'ai des choses à ajouter qui m'ont marqué ou auxquelles j'ai pu penser en lisant le livre. Voilà. À toi, Pierre. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer par une partie biographie, d'autant que c'est un livre qui s'inspire, que même plus que s'inspire, hein, en partie la vie de Solzhenitsyn. Donc, Alexandre Solzhenitsyn, né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk, dans le Nord-Caucase. Il voit le jour, donc, vous vous doutez, au vu de la date, quelques mois après la Révolution d'octobre, dans un pays en pleine guerre civile. Pas de chance, son père meurt avant sa naissance, donc il vit seul avec la famille de sa mère, qui est une famille d'origine ukrainienne. Malgré la pauvreté de l'époque, on a déjà une dimension religieuse dans son éducation et un amour profond pour la littérature russe qui est inculqué par cette famille à moitié pauvre, à moitié ancienne bourgeoisie, qui est entre deux strates dans un univers soviétique en pleine composition. C'est un enfant studieux, hein, c'est pas un gamin con. Il développe rapidement un goût de l'écriture et de l'histoire dès son plus jeune âge. Sous le régime soviétique, cependant, il doit se plier aux exigences du système et il décide de suivre des études scientifiques qui sont plus à même de lui permettre de vivre décemment dans un pays où le lycenkisme commence à faire son lit. Il entre alors à l'université de Rostov-sur-le-Don et il obtient un diplôme en mathématiques et en physique en 1941. Oui, c'est ce qu'il faut, Parallèlement à ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, c'est un intellectuel complet. C'est à la fois un littéraire et un scientifique. parallèlement à ses études pour manger, il suit sa première passion, c'est-à-dire des cours de littérature par correspondance avec à l'Institut de philosophie, de littérature et d'histoire de Moscou. À cette époque, donc en 1940-1941, il est profondément communiste et il est en accord total avec le régime stalinien. Vous vous doutez, en 1941, au vu de la date d'obtention de son diplôme, on est au tout début de la Seconde Guerre mondiale pour l'Union soviétique. L'Allemagne nazie envahit le territoire soviétique. Solzhenitsyn est alors mobilisé, il rejoint l'armée rouge et devient un jeune officier d'artillerie. Il est remarqué
pour son courage et sa compétence. Il est promu rapidement capitaine. Il reçoit plusieurs distinctions pour sa bravoure au front, des médailles prestigieuses. Cependant, en février 1945, alors que la guerre prend fin, il est arrêté par le NKVD. Il aurait, bien sûr, eu une correspondance privée avec un de ses amis dans lequel il critique Staline. Donc, il est dénoncé pour cette lettre, et cette dénonciation lui vaut d'être condamné à 8 ans de camp de travail pour propagande antisoviétique. Il est envoyé dans le système concentrationnaire du Goulag, où il découvre le travail forcé et la brutalité du régime. Autant vous dire que ça va quelque peu le marquer. Donc il passe d'un jeune communiste plein d'allant allant défendre la mère patrie au tréfonds du Goulag, au fin fond de l'Ouzbékistan. Il est d'abord détenu dans un Charachka, qui est un camp spécial pour les scientifiques et les ingénieurs, qui inspira l'un de ses romans, Le Premier Cercle. Puis il est transféré dans un camp de travail classique, où il subit les conditions de vie que l'on peut imaginer lorsque l'on pense au Goulag. Pendant ces années de captivité, il comprend l'ampleur de la répression stalinienne et forge sa détermination à témoigner, ce qui viendra plus tard. En 1953, on a la mort de Staline. Il est libéré du camp, mais reste en exil forcé en Asie centrale, au Kazakhstan. Il est alors atteint d'un cancer très avancé et il est soigné dans un hôpital de Tachkent, qui est une expérience qui lui inspirera librement le pavillon des cancéreux, qui sera le sujet de notre présentation. En 1956, sous Khrouchtchev, on a toute la période de déstalinisation que met en place Khrouchtchev. Il est alors réhabilité et autorisé à rentrer en Russie. Il est donc libéré, mais profondément marqué par son expérience concentrationnaire. Il s'installe à Ryazan, il devient professeur de mathématiques, il gagne bien sa vie, il devient une espèce de notable local, et il commence alors à écrire sur ses années de détention. Cache d'abord ses manuscrits, de peur des représailles. Malgré la déstalinisation, on reste en régime soviétique. Et en 1962, un événement assez exceptionnel survient. Sous l'impulsion de Khrouchtchev, qui tente de dénoncer certains des crimes de Staline, Solzhenitsyn est autorisé à publier une journée d'Ivan Denisovitch dans une revue locale. C'est un récit qui décrit le quotidien d'un détenu au Goulag, et c'est un récit qui fait l'effet d'un choc en URSS et à l'étranger. En URSS, on n'en parlait pas, ceux qui revenaient n'en parlaient pas non plus, et à l'étranger, autant dire qu'on avait presque, dans la population occidentale, on n'avait presque pas connaissance de cette réalité qu'était le Goulag. C'est la première fois que l'horreur des camps est officiellement reconnue par le régime. C'est vraiment, c'est à pas sous-estimer. Il faut se rappeler du poids des différents partis communistes européens et du choc que ça fera et des propos pour et contre que ça entraînera dans des dimensions vraiment énormes. Ça sera une controverse gigantesque. À l'époque, la parution du livre, moi que je trouve pas, que je trouve pas exceptionnel comme bouquin par ailleurs, mais en tant que tel, l'œuvre va avoir une portée, c'est vraiment gigantesque et ça donnera des propos d'ailleurs assez dégueulasses de la part des différents compagnons de route du Parti communiste contre Solzhenitsyn, mais le livre est vraiment c'est une bombe énorme. Cependant, lorsque Khrouchtchev est évincé en 1964, Brejnev prend le pouvoir, la censure se durcit à nouveau. Les œuvres suivantes de Solzhenitsyn, qui sont Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, sont interdites officiellement et circulent clandestinement. Devenu alors un symbole de dissidence, la fameuse dissidence soviétique, Solzhenitsyn est surveillé par le KGB. Il continue néanmoins son travail et écrit son œuvre la plus monumentale sur des milliers de pages, qui est L'archipel du Goulag. Ce livre, qui est basé sur des témoignages et sur sa propre expérience, souhaite être une enquête exhaustive sur le système concentrationnaire soviétique. En 1970, il reçoit le prix Nobel de littérature, mais il craint de se rendre en Suède, puisqu'il se doute que s'il part, il ne pourra jamais revenir en URSS. De plus, le manuscrit de l'archipel du Goulag est clandestinement envoyé en Occident, mais en 1971, une de ses collaboratrices et lui-même échappent de peu à des tentatives d'assassinat. Face au danger, Solzhenitsyn décide de publier l'ouvrage en Europe de l'Ouest. Furieux, le régime soviétique l'accuse de trahison. En février 1974, il est arrêté, déchu de sa nationalité et expulsé de l'URSS.
Il subit alors une campagne d'insultes et de diffamation des très bien intentionnés PCF et de l'humanité, donc torchons humanité, comme j'aime bien toujours. D'abord accueilli en Allemagne de l'Ouest, puis en Suisse, Solzhenitsyn s'installe finalement aux États-Unis, dans le Vermont. Il y vit dans un isolement quasi monastique, il refuse les modalités et consacre son temps à écrire. Cependant, malgré sa vie aux États-Unis, il y a un profond refus du capitalisme occidental dans son œuvre, hein, et une critique du matérialisme des sociétés démocratiques qui pose question parmi ces pays d'accueil. Donc, dans un célèbre discours d'Harvard de, en 1978, qui est publié en français sous le titre Le déclin du courage, un ouvrage magnifique, il dénonce la décadence morale de l'Occident en jugeant que celui-ci manque de courage face au communisme et face à ses propres contradictions. Durant ces années, il travaille sur La Roue Rouge, qui est à nouveau une fresque plus de milliers de pages, Ah, 4 romans, qui c'est retrace monstrueux, hein. l'histoire. La roue rouge, c'est gigantesque. J'en ai un tome, j'ai jamais pu aller au bout des quatre. C'est vraiment, c'est trop long. C'est vraiment un C'est roman. tellement long que c'en est presque illisible. Ouais, c'est vraiment le roman fleuve, c'est too much, quoi. Donc, c'est une fresque historique qui retrace les causes de la révolution russe. Il attend patiemment la chute du régime soviétique, convaincu qu'il est que l'URSS ne pourra pas survivre éternellement sous le poids de ses propres contradictions. Après la disparition de l'URSS en 1991, il recouvre sa nationalité russe et rentre triomphalement en Russie en 1994. Il critique toutefois la transition chaotique du pays sous Boris Yeltsin et dénonce la corruption, la pauvreté et toujours cette perte des valeurs traditionnelles qui ne sont pas retrouvées complètement malgré la chute de l'URSS et du communisme. Malgré son âge avancé, il poursuit son engagement intellectuel, publie de nombreux essais sur l'histoire et la politique russe, notamment 2 siècles ensemble, qui analyse les relations entre juifs et russes entre 1795 et 1995. Ouais, c'est très bien, hein. 2 siècles ensemble, c'est vraiment la partie contemporaine est peut-être un peu moins intéressante et peut-être moins fournie, mais les 2 tomes de 2 siècles ensemble, c'est vraiment très sympathique. Ouais, ouais, je les ai, c'est pas trop mal. Ouais. Il salue ensuite certaines réformes de Vladimir Poutine, bien qu'il reste assez critique envers le pouvoir russe de façon générale. On peut dire qu'Alexandre Solzhenitsyn a profondément marqué la littérature et l'histoire du XXe siècle. Il s'agit de l'homme qui a montré au monde l'horreur de l'URSS à une époque où le PCF faisait régulièrement entre 15 et 25% des voix en France. Donc voilà ce que tu disais tout à l'heure, on est sur une personne qui a vraiment montré à la gauche européenne occidentale ce qu'était vraiment le communisme en URSS, qui n'était pas la patrie des prolétaires, mais quelque chose de bien plus sombre. Son œuvre monumentale, on est sur des milliers et des milliers de pages lorsqu'on les met bout à bout, et notamment l'archipel du Goulag, reste aujourd'hui une référence incontournable sur la dictature stalinienne et le totalitarisme. Solzhenitsyn demeure une figure de la pensée réactionnaire au sens presque noble du terme, que ce soit par sa lutte contre le communisme, mais aussi par sa critique du libéralisme et de la société de consommation. Donc une petite citation pour appuyer les dire, hein. Le bilan du tsarisme est bien supérieur à celui du communisme en termes de satisfaction des besoins et d'élévation morale du peuple russe. Donc là, c'est quelque chose qui reviendra souvent chez Solzhenitsyn. On n'est pas uniquement sur l'aspect matériel, qui est une de ses principales luttes, mais il est également un aspect d'élévation morale au-dessus du matériel. C'est une figure complexe, effectivement, dans la pensée, parce on a du mal à le rattacher finalement à quelque chose de concret d'un point de vue occidental, mis à part peut-être cet esprit russe populaire qui est très présent chez les intellectuels russes de toutes les époques. Mais c'est vrai que c'est un personnage éminemment complexe, qu'on a du mal à finalement se dire et savoir on aime bien ranger les gens dans des cases et dans des camps, et c'est assez difficile avec Solzhenitsyn de le ranger dans une case parfaitement définie. C'est un intellectuel, et effectivement, en tant qu'intellectuel, vous avez des visées morales et des pensées qui s'accordent pas forcément à l'idéologie, quoi. Donc c'est toujours délicat. Solzhenitsyn est un personnage très difficile à ranger dans une case bien définie, politique et idéologique. Mais c'est sûr que c'est un personnage marquant du XXe, ouais, ça c'est évident. Pour revenir pourquoi nous sommes là, Ouais, allons-y. l'auteur, le bouquin, Le Pavillon des Cancéreux est donc un roman d'Alexandre Solzhenitsyn qui est publié dans son entièreté en 1968. Il est décomposé en 2 parties, une première écrite entre 1963 et 1966, plus ou moins de façon
officielle, sous Khrouchtchev, et une deuxième écrite en 1967, sous Brejnev, qui, après l'appel d'air de la déstabilisation khrouchtchevienne, remet en place une censure forte, donc une deuxième partie écrite sous le manteau. En 1968, c'est sous le manteau que des chapitres de l'œuvre sont publiés sous la forme de samizdat, donc des feuillets illégaux, en URSS. L'œuvre complète est publiée pour la première fois en Italie dans une édition russe, et de nombreuses éditions traduites seront publiées sans l'aval de Solzhenitsyn dans de nombreux pays du monde occidental. L'histoire prend part dans sa grande majorité au sein d'un service de cancérologie en Ouzbékistan, dans une petite ville de province ouzbèque, qui n'est pas nommée, au cours de l'année 1955, alors que la déstalinisation commence à poindre. Le lecteur suit alors plusieurs personnages, à chaque fois via une focalisation interne. On apprend alors, au fil des chapitres, les différents passés des personnages, ce qu'ils pensent de leur maladie, de leur rôle au sein de l'équipe médicale, ou encore la vision qu'ils ont de l'URSS et de la société soviétique. On peut détacher, je pense, de la myriade de personnages plus ou moins tragiques que l'on rencontre, deux individus qui occupent une majeure partie de la narration. Tout d'abord, Oleg Kostoglotov, qui est un ancien zec, qui, après avoir fait sa peine de goulag, s'est retrouvé relégué à perpétuité dans la ville kazakh de Ouchkirek. Le deuxième est Paul Roussanov, qui a le profil inverse de celui de Kostoglotov. C'est un cadre du Parti communiste et il semble avoir le profil typique de l'homme stalinien. Il n'hésite pas à reprendre ses camarades sur les sujets divers, notamment sur la politique. Il rêve à sa sortie d'hôpital de tout ce que l'on sait comme étant des amis du peuple. On trouve également parmi cette équipe, cette petite troupe, le couple des Kamnines, qui sont des amis de Kostoglotov, qui ont également été relégués à Ouchterek, et après avoir vécu 5 ans de goulag. La manière dont leur internement a été traité montre bien l'absurdité du système judiciaire stalinien. Ils sont condamnés sans procès pour actes antirévolutionnaires en bande organisée, suite à l'accueil d'un déserteur durant la Grande Guerre patriotique, alors qu'il n'était même pas au courant que ce dernier était un déserteur. Il était habillé tout proprement en simple civil. Le livre commence vraiment lorsque Roussanov arrive au pavillon. Ce dernier est touché à une tumeur à la gorge, ne croit pas être atteint d'un cancer, tombe des nues lorsqu'on lui avance qu'il doit être hospitalisé. Va suivre alors une présentation des autres malades. On compte par exemple Ephrem, qui est un jeune gravement atteint d'une tumeur au cou, qui est d'abord très agité et énervant, et il énerve les autres membres de la chambrée, et il finira par se calmer au contact des œuvres de Tolstoï. Plus tard, il mourra des suites de son cancer. Mais lorsqu'Ephrem annonce à la chambre qu'il lit du Tolstoï, Roussanov entre dans une colère noire, puisqu'il explique que ce livre est contre-révolutionnaire et qu'il aurait dû être brûlé. On voit bien ici la volonté soviétique de faire table rase du passé jusqu'à l'absurde, en détruisant tout vestige d'une culture non bolchevique, alors que Tolstoï n'était pour simplifier, qu'un simple anarchiste perclus de mysticisme chrétien, et non un monarchiste fervent fan de Nicolas II. Il rencontre également Vadim Zatsirko, qui est un jeune géologue atteint d'un mélanoblastome, du fait que, lors de ses travaux sur le terrain, les hommes buvaient de l'eau radioactive, ce qui arrivait souvent en URSS. Le personnage est un excellent exemple du lysinkisme officiel de l'URSS. En effet, le personnage de Vadim, dont le cancer est mortel dans les 6 mois, travaille d'arrache-pied afin de découvrir un procédé révolutionnaire de détection des métaux. Vadim, en plus de représenter cette volonté soviétique de surpasser la nature, montre également les contradictions de cette idéologie. Il est condamné à mort par le fait de s'être pensé supérieur à l'ordre naturel. On voit bien en sous-texte la philosophie de Solzhenitsyn, qui fait de l'hubris face à la nature un péché mortel. Vadim, alors que le cancer le ronge de plus en plus, finit par abandonner ses recherches. Il se rend compte de l'absurdité de celle-ci. Mais aussi, donc Roussanov rencontre aussi Kostoglotov, le fameux, qui est surnommé Grand Gueule du fait d'une balafre qui court le long de sa joue. Roussanov, qui est habitué aux réunions du parti et à être le supérieur hiérarchique au sein de son usine, se retrouve décontenancé face aux autres membres de la chambrée, presque tous issus du milieu ouvrier, et ne se reconnaissant pas totalement dans l'idéal communiste si cher aux yeux de Roussanov. Tout le roman va alors suivre les discussions entre les différents camarades de chambre, que ce soit sur l'art, sur l'appartenance ou non au prolétariat des différents malades, sur le sens de la vie ou encore sur le communisme et la société soviétique. De manière générale, Roussanov, le cadre du parti, et Kostoglotov, l'ancien déporté, s'affrontent frontalement au sein de joutes verbales, parfois très violentes, qui
frise parfois l'échange de coups. Mais le personnage principal du roman est sans aucun doute Oleg Kostoglotov, qui ressemble, je ne vais pas dire trait pour trait, mais par bien des aspects à Solzhenitsyn. Ils sont tous deux des anciens militaires ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tous deux été d'abord déportés puis relégués au Kazakhstan. Enfin, ils ont tous les deux subi des attaques cancéreuses autour de l'année 1955. Kostoglotov, qui arrive presque mourant au pavillon, va alors se lier avec différents patients, comme Dianka, jeune malade qui respire l'espoir malgré son amputation, ou Chulubin, un vieil homme rempli de remords qui finira sa vie au pavillon. Le personnage de Chulubin représente l'archétype du citoyen soviétique. Ce dernier, qui est pourtant un opposant philosophique à Staline, ne sera jamais levé contre ce qu'il jugeait immoral dans ce qu'on lui demandait de faire, obéissant par peur de la déportation. Il exprimera l'ensemble de ses regrets lors de ses discussions avec Kostoglotov. Oleg se lie également à des membres du service médical, et notamment avec Vera Gangart, qui est une interne du département, ou encore Zoé, qui est une infirmière. Il y aura des relations plus ou moins amoureuses avec les deux femmes, qui lui proposeront toutes les deux de passer la nuit chez elles. Lorsqu'il sortira de l'hôpital après sa rémission, après avoir hésité à se rendre chez Vera, Oleg finira par décider de ne se déplacer ni chez l'une ni chez l'autre, et de retourner chez lui à Ouchterek. Le contexte de déstalinisation est peu à peu distillé au sein de l'ouvrage, d'abord au fil des numéros de la Pravda, qui sont une sorte de fil rouge tout au long du roman, que consultent avidement les personnages de Paul Roussanov et de Oleg Kostoglotov. Il y est question des grands changements à la tête du parti, que ce soit au Soviet suprême comme au Présidium, ce qui peut faire penser à la tempête politique qu'a été la mort de Staline pour la tête de l'État soviétique. De plus, alors qu'il lit la Pravda du 5 mai 1955, la date anniversaire du décès de Staline, Roussanov reste dans l'incompréhension quand il voit que le deuxième anniversaire de la mort de Staline ne prend qu'un tout petit encart au sein du journal et non la totalité de la première page, alors qu'à l'inverse, Kostoglotov exulte de joie, qui provoque à nouveau une dispute au sein de la chambre d'hôpital. Au fur et à mesure des rencontres d'Oleg Kostoglotov, celui-ci apprend que la rumeur d'une amnistie des différents relégués et internés commence à se propager au sein de la société soviétique. Enfin, alors qu'il va faire valider son droit de passage afin de lui permettre de prendre le train vers son lieu de relégation, la rencontre avec un membre du KGB lui montre qu'il y a une détente au sein du pays. Ce membre du KGB, qui est arménien, et habillé de manière tout à fait civile, n'a pas d'uniforme, discute tout à fait cordialement avec collègue, tout en sachant que cette collègue était un ancien interné. On voit bien la différence entre cet arménien et les membres du NKVD avec qui il avait eu affaire précédemment lors de sa première arrestation. Donc tous ces indices, dilués tout au long des 800 pages de l'œuvre, nous permettent d'appréhender petit à petit la bouffée d'air frais qui a été la déstalinisation pour une bonne partie de la société soviétique. Enfin, je me permets d'intervenir, le livre, effectivement, au travers de ces personnages qui sont quelque part des internés eux-mêmes, des malades et donc des enfermés, effectivement, il traite beaucoup de la société du temps. Ce n'est pas un livre entièrement, même si j'y reviendrai à la fin, sur le monde de la maladie. Ça montre la vie difficile du temps, le rapport de la théorie à la pratique dans le socialisme, de l'évolution du système avec le personnage de Roussanov, effectivement, de l'évolution du système soviétique entre 1930 et 1955, pour faire simple, et du fait que même au sein de la dictature, la moindre évolution, le moindre assouplissement effraie les plus compromis. Et surtout, je pense ce que l'on oublie et ce que la littérature nous rappelle, c'est que derrière le système, il y a les hommes, leur pratique. Il y a le personnage alors, qui intervient, qui n'est pas fondamental dans l'œuvre, mais le personnage de Tchali, en l'occurrence, qui est un homme qui s'accommode du régime et des divers trafics qu'il peut y faire. Donc, non pas forcément la corruption, mais tous ces arrangements, disons, qui sont la réalité de la machine derrière la façade d'un système dont Roussanov, et c'est vrai qu'au début on pense qu'il sera le personnage principal, d'un système dont Roussanov est le représentant dans ce qu'il a de plus mesquin. C'est un dénonceur en rafale, un type qui n'est pas parti au front, un des rouages sans pitié de la machine qui écrase les hommes en URSS, et surtout un faible, et par-dessus tout, c'est la mise en littérature de ce qu'est, il est un apparatchik de l'après-guerre. Ceux qui, je le cite, aiment le peuple, mais en fait détestent la population.
Et c'est un petit peu l'artifice littéraire de Solzhenitsyn que de nous faire partager son sort au début. On a de l'empathie pour un personnage qui en fait est un personnage, j'allais dire, il n'est pas forcément négatif, mais qui est un personnage qui a des défauts. Et en même temps, comme il le dit Roussanov, je le cite, je ne suis pourtant pas le seul à avoir fait ça, citez-moi quelqu'un qui ne l'ait pas fait, comment aurait-il pu se maintenir à son poste s'il ne l'avait pas fait? Voilà, il n'est pas tellement un coupable, mais il n'est pas non plus une victime, il représente une des facettes de la vie avant la mort. Un personnage, on le voit aussi tempéré par l'amour qu'il porte à sa fille. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant dans ce monde d'enfermement sur l'évolution de la société, en cette année charnière qui n'est pas que politique, mais qui est aussi voilà, de mœurs. Voilà, 24 mois, comme tu l'as dit, et 24 mois et Staline n'existe déjà plus, quoi, en portant avec lui tous ses serviteurs dans l'ingratitude des services rendus. C'est vrai que là-dessus c'est assez intéressant, et le cadre de l'enfermement permet quand même de restituer ça à une échelle de la personne. Vas-y, je te laisse continuer. Le Togotov, lorsqu'il sort du pavillon des cancéreux, se retrouve dans une grande ville. Il décide de rentrer dans un magasin, et après la guerre, le goulag, la déportation, ils sont complètement perdus. C'est quelque chose qu'il n'a jamais connu. Une scène tout à fait pathétique, et nous montre bien le traumatisme qu'a dû être cette période 1933-1955 pour des personnes, pour des anciens Zèques, qui sont alors en complet déphasage avec un monde qu'ils retrouvent, mais qui en 20 ans a évolué de façon exponentielle. Ce n'est plus le même monde en 1933, en 1945, en 1955. Pour un type comme Kostogotov Solzhenitsyn, d'ailleurs, qui a connu la guerre en 1941, qui a été directement envoyé au goulag pendant 10 ans après. Quand il revient dans la civilisation, pour faire simple, on n'est plus sur le même monde, on est plus sur la même société. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on peut s'imaginer, à peine s'imaginer, je pense, c'est cet effet de déphasage avec le monde qui a évolué, le monde soviétique qui a changé, Staline qui est mort, la déstalinisation en cours par Khrushchev, la guerre froide, plein de choses comme ça. C'est-à-dire que ça lie deux choses. C'est comment dirais-je, ce qu'on voit pour tous les libérés, entre guillemets, d'une société qui a évolué sans eux pendant qu'ils étaient enfermés. Ça se couple effectivement à une société qui, elle, a été complètement transformée. Donc vous retrouvez la liberté dans un monde qui n'est vraiment plus le même que celui que vous avez connu auparavant. C'est tout ce que vous avez connu qui était immuable a été renversé. Donc, c'est vrai que ça fait un double déphasage, si l'on peut dire, quoi. On voit alors, en toile de fond de l'œuvre, que les inégalités inhérentes au système soviétique qui sont exposées, au sein de la chambre des malades, ils viennent tous de milieux sociaux différents, on a un payé, on a l'ancien militaire, on a Roussanov. Il y a des inégalités criantes entre les différents patients, que ce soit en termes de privilèges, de places sociales, de pouvoir politique. Donc on a Solzhenitsyn qui critique au vitriol les mensonges du système communiste, soi-disant parfait, mais de fait est profondément inégalitaire. Mais le pire, je pense, est que tous ces hommes qui sont inégaux à l'extérieur sont enfin égaux une fois entrés au service de cancérologie. Ils sont tous des cancéreux, ils sont tous à l'article de la mort. Solzhenitsyn insinue ainsi que l'égalité absolue, donc soit le communisme, ne serait réalisable que dans le malheur absolu, c'est-à-dire le cancer. Finalement, c'est rigolo parce que ta conclusion, on arrive à mon introduction sur l'égalité, finalement, l'égalité finale, l'égalité de la mort, la mise à nu de l'homme. Il y a juste deux tout petits points subsidiaires que j'aborderai, parce que je pense que sur le reste, tu as été exhaustif sur l'aspect politique, social, idéologique, mais il y a deux choses. À mon avis, parce que le livre n'est pas que politique, il y a aussi une partie sur la médecine, parce que c'est aussi une critique derrière la mort, à mon sens, de l'inhumanité parfois rencontrée en médecine, du manque de courage du diagnostic. Ça parcourt assez largement la première partie de l'œuvre, du manque de considération du patient pour ceux qui détiennent le savoir unique et sont finalement des sauveurs et des démiurges. On vous soigne comme si vous étiez un singe, fait-il dire à un personnage. On y voit aussi la suspicion inhérente au système. Quand tu donnes un cachet à un mec de la GPU, il faut s'attendre à ce qu'on t'arrête pour empoisonnement. Et disons que la médecine est toujours suspecte, qu'elle fasse bien ou mal,
ça lui est inhérent. Et on est dans le monde soviétique, et encore aujourd'hui, dans un monde de comptable et statistique. Par exemple, on renvoie un mourant chez lui parce que ça fait un mort de moins à l'hôpital. Et ça pose la question intéressante, je pense, du droit à disposer de sa propre vie, du rapport du médecin et du patient, du rapport de dominé à dominant dans un cadre bien précis. Il y a toujours une part de bien et de mal dans toutes les actions, et donc fatalement dans la médecine. Et je trouve qu'il y a pas forcément une critique, mais une analyse assez fine et assez juste et assez contemporaine de ce qu'est la médecine, du rapport de l'homme non savant face à elle. On est tous démunis quand on est malade, et on attend tous d'être guéris. Et il y a aussi dans le bouquin, à mon avis, un rapport de l'homme face à la mort, de l'évolution du rapport à la mort, qui est corrélé ou non au progrès de la médecine, parce que la mort, on le ressent, il le dit, la mort est elle est plus une fatalité acceptée comme elle pouvait l'être dans l'ancien monde. Personne ne sait dans le livre comment on est censé mourir. La mort, ça reste le paradoxe éternel. Et mourir un jour, on sait qu'on doit tous, mais mourir tout de suite, c'est un défi auquel ils sont confrontés. Alors on les voit même croire au miracle, parce qu'il faut bien réussir à faire quelque chose sur Terre avant de disparaître. Euh, et le vrai héros, effectivement, tu l'as dit, c'est Kostoglotov. Mais tous représentent aussi une part de la vie. Chelly, le mauvais citoyen, représente la vie contre le système, c'est son propos principal. Kostoglotov, lui, pose la question fatale. Qu'est-ce que l'homme a de plus précieux? C'est la vie, et donc il faut s'y raccrocher à n'importe quel prix. Mais lui ne le veut pas. À quoi bon vivre sans l'amour, voilà, quel est le prix maximal de la vie? Il a un moment. Et je trouve que Kostoglotov, le double de l'auteur, l'homme guéri, c'est celui qui doit savourer la vie comme il a savouré un peu cette liberté retrouvée. Comme il dit, ce n'est pas le niveau de vie qui fait le bonheur des hommes, mais bien la liaison des cœurs et notre point de vue sur la vie. Voilà, ce sont les deux choses qui sont en notre pouvoir. Et je trouve qu'il y a un rapport à la mort qui est très intéressant, parce qu'on est un peu dans le paroxysme. Hein. On a des personnages qui, pour certains, savent qu'ils doivent et qu'ils vont mourir. Et donc, il y a le rapport général au temps, le temps laissé à l'homme. Je crois que c'est vraiment l'un des thèmes, si ce n'est le thème le plus récurrent de la littérature, et on le retrouve ici. Que faire de son temps? Et une fois qu'on est arrivé face à la mort, c'est le moment où se pose de la façon la plus aiguë cette question-là. Qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que l'on va faire si l'on guérit? Tout ça, c'est très présent dans l'œuvre, et ça fait partie, à mon avis, des questions principales et des thématiques peut-être plus philosophiques que politiques qui sont abordées dans l'œuvre, et qui la rendent un petit peu transverse et très intéressante, parce qu'on a le rapport à la société communiste du temps, mais aussi des questions plus profondes sur le sens de la vie, sur le sens du temps, et ce que l'homme doit faire une fois face à la mort. Donc c'est très intéressant, surtout d'autant plus qu'il l'a connu. Il parle en connaissance de cause, et finalement, il guérira du cancer, il va vivre extrêmement vieux, mais ça pose effectivement cette question-là. Ouais. Je trouve que ça m'a intéressé aussi de ce point de vue-là. Je trouve que le livre n'est pas que politique, ou n'est pas qu'historique, comme peut l'être effectivement l'archipel du Goulag ou une journée d'Evan Denisovitch, qui sont des témoignages plus historiques et plus terre-à-terre. Ici, il y a aussi d'autres questions plus philosophiques qui sont abordées. Et que j'ai trouvé tout aussi importante que le reste dans l'œuvre. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai pris le livre par un bout, et effectivement, c'est un grand livre. Je pense que c'est le plus grand livre que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Et quand on pense que je présenterai le 7 mai, c'est toujours le plus grand. Et donc, comme chaque grand livre, on ne peut pas analyser complètement ce qu'il souhaite, ce que l'auteur souhaite vous dire à travers, par un seul bout de la lorgnière. Là, c'était un travail académique à l'origine. C'est un travail académique en histoire. Donc, un travail académique en histoire, on ne peut pas réfléchir sur le sens de la vie. Et donc, pour ça qu'il était très axé politique, historique. Mais effectivement, il y a plusieurs grilles de lecture, des grilles de lecture qui s'entremêlent, et sur le sens de la vie, et sur aussi... Mais je pense que ça dépend de la sensibilité du lecteur, et puis aussi chacun en retiendra effectivement ce qu'il veut. Ce qu'il faut dire aussi en conclusion, c'est que c'est vraiment un excellent livre. Hein. Vraiment, vous pouvez le lire. C'est assez long,
mais c'est vraiment très intéressant parce que l'alternance des personnages fait que effectivement c'est pas une lecture d'ennui, ça c'est clair et net, et puis c'est toujours une découverte, c'est la vraie vie des gens en un temps, en un lieu, donc de ce point de vue là c'est toujours très intéressant, et je pense que c'est à mon sens sa plus grande réussite littéraire. Après oui, ça dépend de la sensibilité de chacun et du message que vous en retiendrez. Mais quelque part, après avoir lu le reste de Solzhenitsyn, c'est vrai que l'aspect politique est tellement présent dans son œuvre que finalement c'est bien aussi parfois d'être sensible à d'autres choses, et je pense que ça peut aussi toucher les gens de ce point de vue-là. Je pense que c'est pas une lecture unique et une présentation de galeries de personnages qui sont un petit peu des archétypes du monde communiste de cette époque-là. Mais oui, je vois effectivement, on peut pas parler de tout. Mais je trouvais important quand même de restituer ça parce qu'on a eu dans le rapport à la médecine des questions, on l'a vu il y a quelques années, on a vu les questions qui se posaient par rapport au monde médical dans le cadre de l'épidémie de Covid qu'on a connue. Ça a ramené des questions qui sont des questions toujours contemporaines, du détenteur du pouvoir, du rapport de domination, de la soumission ou non à des traitements qui sont imposés. Il y a des personnages dans le livre qui sont très rétifs aux traitements qui leur sont donnés, du choix de la vie, de ce qu'on en fait, du choix de la mort, voilà, je pense qu'il y a des questions très intéressantes là-dessus, et moi j'encourage tout le monde à le lire. Je pense que c'est vraiment un excellent livre. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le refinir, mais je le refinirai avant ce week-end. Et voilà. Je pense que c'est ce que j'avais à dire, moi, en complément sur la chose. Je trouvais que c'est peut-être ce qui manquait. Si je peux simplement ajouter quelque chose, c'est que Bien sûr. contrairement au titre et au sujet global du livre, Simplicité déprimant, on n'est pas du tout sur un livre de dépressif. Solzhenitsyn est vraiment un auteur presque vitaliste. Après tout ce qu'il a rencontré dans sa vie personnelle, il sait l'importance de la vie et l'importance de se battre pour cette vie. Donc on est plus sur quelque chose, un livre qui est plein d'espoir et pas un livre déprimant qui vous donne le cafard après l'avoir terminé. Donc, je pense que c'est important de le préciser pour des potentiels lecteurs. Clairement, c'est important. Effectivement, le titre est, oui, est réducteur, mais parce que effectivement, c'est le cadre. De la même façon qu'on aurait pu appeler ça le château de je sais pas quoi, et toutes sortes d'aventures peuvent se passer autour. Et de la même façon que les souvenirs de la maison des morts ne sont pas qu'un livre de dépression sur une maison des morts et où tout le monde meurt. Non, c'est évident qu'il faut choisir. Je serais curieux de voir le titre d'ailleurs s'il est tout à fait le même en russe, parce que parfois les traductions cherchent et les traducteurs cherchent des formules un petit peu choc. Mais non, le cadre du cancer et de cet hôpital ne sert que de lieu pour les gens qui doivent s'exprimer et vivre. Hein. Donc non, là-dessus, effectivement, le titre et le cancer, c'est pas forcément quelque chose qui est très ragoûtant et qui est un appel au lecteur, mais ça n'est qu'un cadre. De la même façon, quand vous prenez le goulag comme cadre, ça ne sert pas que de lieu éminemment négatif. Ça sert de réflexion à plein de choses. Eh ben écoute, très bien. Très bien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai fini ma petite présentation. Eh bien écoute, parfait. Parfait. Moi, je vous encourage encore une fois à le lire. Hein. C'est vraiment très intéressant. Peut-être même à commencer par celui-là, parce que sinon, le reste de l'œuvre, au-delà de la roue rouge, qui est vraiment beaucoup trop boursouflé à mon sens, le reste tourne effectivement soit autour de réflexions très politiques, soit autour du goulag, et c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu redondant, et là c'est un petit peu différent. C'est toujours un lieu d'enfermement, mais c'est un autre enfermement, et ça peut être vraiment très instructif pour ceux qui le souhaitent. Il y a toujours la vie, effectivement, derrière la mort, et il y a toujours cette vraie vie des gens derrière ce système soviétique que l'on a tendance parfois un petit peu à réduire à son aspect politique ou, comment dirais-je, concentrationnaire ou policier. Mais en fait, derrière, il y a l'arrangement avec le réel. Et dans le cadre de l'hôpital, tout le monde effectivement est mis à nu et devient égal devant la mort. Donc là-dessus, c'est au bout de la mort possible en tout cas. Donc c'est très intéressant et les gens doivent revoir un petit peu leur conception des choses. Et voilà, donc c'est bien. C'est la transformation de l'homme face à la mort. Voilà.
Eh bien écoute, merci beaucoup Pierre. Pour le reste de la semaine, donc de toute façon on se retrouvera bientôt le 7 mai pour un livre que je n'ai pas et que je n'ai pas lu, donc je ne pourrai pas y apporter grand chose, mais c'est une satisfaction pour moi, parce que comme ça j'ai pas de travail à faire. J'ai pas de livre à relire, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à lire des livres et à me présenter des livres que je n'ai jamais lus et que je ne lirai jamais. Vendredi, normalement, on se retrouve pour la 6e partie, j'ai perdu le fil, mais je crois que c'est ça, de notre partie multijoueur sur Crusader Kings 2. Et dimanche, 2e mouture d'une histoire éolie, nous parlerons des vêpres siciliennes. Donc voilà, dans le cadre d'une vidéo historique qui sera peut-être un petit peu plus longue que les vidéos habituelles, mais voilà, donc ce sera comme d'habitude toujours l'occasion d'apprendre des choses sur la vie, le monde et l'histoire. Voilà. Bah écoute, merci encore Pierre. Présentation assez courte, assez concise. Je pense qu'on a dit la plupart des choses, même si on aimerait toujours en dire plus et mieux vendre des livres que l'on pense nécessaires. Mais bon, voilà, c'est déjà une bonne introduction. On a dit le principal. Encore une fois, n'hésitez pas à lire, c'est le but du travail que l'on fait, du partage et de la connaissance. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve vendredi. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente suite de semaine et puis à bientôt.